Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon 24. Dans votre débat du 12-15, restons dans le secteur éducation et intéressons-nous aujourd'hui aux conditions et aux capacités d'accueil des élèves dans les établissements publics avec une emphase sur l'alternative que peuvent constituer les établissements du secteur privé pour pallier un tant soit peu la problématique des effectifs pléthoriques. Je reçois à ce propos Idriss Presley Mbadinga, délégué adjoint chargé de l'éthique et de la déontologie à la Convention nationale des syndicats du secteur éducation conassicienne, et avec lui Christian Mundunga, secrétaire général par intérim de la Fédération syndicale des enseignants de l'éducation nationale FESENA. Bienvenue à vous, messieurs, sur le plateau de Gabon 24. Merci. Merci, c'est nous. Nous vous remercions de nous avoir invités sur ce plateau. C'est un honneur de vous avoir ici avec nous. Alors, à chaque fois qu'on parle d'effectifs pléthoriques, on a envie de savoir s'il y a des normes internationales qui concernent le nombre d'élèves que doivent avoir les enseignants dans une salle de classe. Est-ce qu'il y a des normes pour qu'on parle d'effectifs pléthoriques? À partir de combien d'élèves? Est-ce qu'il y a pléthore d'élèves? Oui, avant de parler de normes, on va d'abord définir ce que c'est les effectifs pléthoriques. Donc, c'est une surcharge de salles de classe, oui. Donc, cette surcharge va parfois de 70 à 100 dans certains établissements. Et on peut parler maintenant de surcharge d'effectifs pléthoriques. Ça, ce sont les normes nationales ou internationales, M. Mbadinga? Bon, merci de me passer la parole. Effectivement, pour compléter un peu sa définition et en venir aux normes, il faut savoir que les normes, que ce soit au Gabon ou à l'international d'ailleurs, définies par l'UNESCO, sont de 30 à 35 élèves par salle de classe. Donc, lorsqu'on va au-delà, eh bien, on parle d'effectifs pléthoriques. Donc la norme, c'est 35. Alors, lorsqu'on a donc une pléthore d'élèves dans une salle de classe, la question est de savoir quel peut être justement l'impact de cette surcharge d'élèves, ce surnombre d'élèves sur l'enseignant. Quel est l'impact direct que cela a sur l'enseignant? L'impact peut être à plusieurs niveaux. Déjà, il va avoir, comme on appelle, la qualité, une baisse de qualité de l'enseignement. Et il va avoir aussi des difficultés sur le plan pédagogique. Donc, le suivi pédagogique ne peut plus être le même. Si nous avons dans une classe, supposons peut-être 35 élèves, l'enseignant est capable de gérer ces 35 élèves facilement. Contrairement à une classe de 70 à 100. L'enseignant, à un moment, s'il est en train de suivre une catégorie d'élèves, d'autres sont parfois en train de faire autre chose. Ça devient difficile pour ce dernier. Et sur le plan aussi santé, parce que quand on parle d'effectifs pléthoriques, on doit regarder aussi, après les enseignements, qu'est-ce que l'enseignant fait? Il doit corriger des copies. Mais lorsque vous corrigez peut-être 30 copies, ce n'est pas comme corriger peut-être 70 copies pour combien de classes aussi? Parce que si on a 70, on a 5 classes, on a 350. Donc l'enseignant aussi peut être affecté sur le plan sanitaire. Donc, alors, M. Mbadinga, votre camarade, Monsieur Mundunga, excusez-moi. Monsieur Mundunga, oui. Votre camarade vient de parler de l'effet, de l'impact que peut subir justement l'enseignant lorsqu'il y a une pléthore d'élèves dans une salle de classe. Oui. Mais le premier concerné, l'acteur principal quand on parle de l'éducation, c'est l'élève. Quel est la situation, quel est le résultat finalement qu'on peut avoir lorsque d'abord il n'y a pas pléthore d'élèves et lorsqu'il y a un très grand nombre d'élèves dans une salle de classe? Bien, alors lorsqu'on définit un nombre d'élèves dans une classe, c'est parce qu'on tient compte de beaucoup de paramètres. Beaucoup de paramètres. Il y a le paramètre de suivi, il y a le paramètre santé, il y a le paramètre d'évaluation et autres. Donc,
À 35, il est possible de suivre pas à pas un élève. Mais au-delà, eh bien, c'est l'enseignant qui prend un coup, parce que sa santé, il passera certainement. Si vous avez une classe de 100, 150 élèves, ce n'est pas évident de vous en sortir dans les corrections. Vous pouvez attraper une maladie mentale, c'est-à-dire une hypertension, etc. Donc, l'impact défini selon les normes de 35 élèves sont régulables que d'avoir 100. Pour un élève, pour des élèves, vous voyez, quand vous êtes dans une salle de classe, si vous avez 100, vous ne pouvez pas les suivre. Ce n'est pas possible de les suivre. Vous ne suivez que ceux qui sont, par exemple, devant vous. Au-delà, eh bien, ça devient de la garderie. Donc, l'impact sur l'enfant, c'est que l'enfant n'apprend plus. Il n'apprend plus. Il vient à l'école pour être gardé, parce qu'il n'est plus suivi. Les salles de classe deviennent des garderies. Effectivement, il n'est plus suivi et l'enseignant n'a pas la capacité de pouvoir suivre 100 élèves. Or, avec 35, on peut facilement détecter les difficultés des uns et des autres. Au-delà de 35, ça devient difficile. Donc, la norme exigée, c'est parce qu'on a tenu compte de tous ces effets. Au-delà, eh bien, ça devient impossible. Les résultats, eh bien, sont perceptibles. Hein. Il y a le manque de motivation parce que quand un élève se voit ne pas être accompagné, eh bien, il se délaisse. Il se délaisse et ça détruit l'enfant au fur et à mesure. Nous avons les échecs scolaires, ça fait partie de ce phénomène d'effectifs pléthoriques. Nous avons les décrochages, ça fait partie de ces effets des effectifs pléthoriques. Et donc, même le baisse du niveau. Effectivement, parce qu'un enseignant, quand il prépare le cours, il arrive, mais il trouve 100 dans la salle de classe, eh bien, il est à même d'expliquer. Mais quand il va évaluer, il va se rendre compte que corriger 100 copies, c'est énorme, vraiment énorme. Et il ne fera plus que peut-être un devoir, alors qu'il devait en avoir 2 ou 3. Voyez. Donc, la qualité de l'enseignement va obligatoirement baisser. Et ça... Alors, M. Mbadinga, on vient d'épulcher en quelque sorte tous les effets néfastes de ces effectifs pléthoriques. Alors, est-ce que c'est là que justement le secteur privé entre en ligne de compte pour essayer d'apporter un nouveau souffle justement au secteur public? On ne dit pas que c'est une espèce de souffle-douleur pour le secteur public, mais on se demande sur ce plateau, est-ce que le secteur privé peut s'ériger en alternative face justement à ce défi? Oui, tout à fait, parce que lorsque l'État ne peut plus, ou les établissements publics n'arrivent plus à faire quelque chose, où ils ont atteint leurs limites, c'est là où les établissements privés prennent le relais. Donc ils allègent quand même, ils allègent comme on appelle les effectifs du public en recevant les enfants dans leurs établissements. Mais cet avantage, c'est pour, je me dis, c'est pour un moment, parce que ça ne doit pas être une solution définitive. Oui, ça ne peut pas être une solution définitive, parce que donner totalement nos enfants au privé peut nous amener quelque part à des risques de marchandage. Parce qu'après, déjà, nous savons tous que tous les parents n'ont pas les mêmes revenus. Donc, mais lorsque c'est l'État qui oriente justement les élèves vers les établissements privés, ce n'est plus à la bourse des parents, c'est l'État qui prend la charge, justement. Oui, l'État prend en charge par, comme on appelle, il y a des moments où on va interpeller l'État. Moi, j'ai remarqué dans certains établissements, on demande aux enfants de sortir parce que l'État n'a pas soldé. N'a pas soldé parfois à temps. Oui, et les parents sont obligés de faire quoi? D'abord de parer à la situation et après être remboursés. Ou ça ne se fait pas toujours systématiquement. Donc moi, je me dis, et tous les enfants qui vont, comme on appelle ça, au privé, ce n'est pas forcément les orientations de l'État.
C'est parfois la décision personnelle, des parents. En remarquant, comme on appelle, les enfants ne sont pas dans des conditions idoines. Donc le parent décide d'amener l'enfant peut-être dans un établissement privé. Mais nous savons tous que parfois il y a un problème d'argent. Ce parent va être confronté avec des situations où les charges vont être encore élevées. Et je me dis, on a encore d'autres risques parce que la qualité de l'enseignement, là-bas, on fait parfois du commerce au détriment des valeurs pédagogiques. Mais est-ce que l'État va prendre le risque justement d'orienter les élèves vers un établissement qui ne répond pas aux normes, M. Mundouga? Bien, alors, le risque, peut-être pas, parce que c'est l'État qui homologue l'ouverture d'un établissement. Donc, si l'État juge que l'établissement répond à ces conditions, eh bien, il donne l'autorisation d'ouvrir. Cependant, il y a un risque. Pourquoi? Parce que généralement, ce sont des structures qui parfois ne répondent pas aux normes éditées par... Alors là, on ne comprend plus rien. Oui. C'est l'État qui oriente parce qu'il y a un travail qui a été fait en amont pour se rendre justement de l'effectivité, de ce que toutes les conditions sont réunies pour que cet établissement accueille les élèves. Vous savez, mais derrière, vous dites que parfois ces établissements ne répondent pas, répondraient pas aux normes. Oui, vous savez situez-nous. Oui, c'est ce que je voulais faire. Vous savez que lorsqu'on donne une accréditation pour l'ouverture d'un établissement, on peut l'ouvrir. Mais derrière, c'est ça. Derrière, c'est-à-dire l'accompagnement. Quand je parle de normes, il y a des normes pédagogiques, il y a des normes d'enseignement, il y a les curriculums, il y a les pratiques, etc. etc. Donc, l'État n'a pas les moyens suffisants d'accompagner ces établissements. À travers le suivi et le contrôle. Effectivement. Donc, c'est ça le risque d'envoyer les enfants dans des établissements privés. Parce qu'on ne connaît pas le niveau de recrutement de ces enseignants. Quand bien même l'État, pour certains établissements, on envoie des enseignants, mais la majorité, c'est le privé, c'est l'établissement, c'est le promoteur qui recrute. Donc, on a du mal à connaître le niveau de recrutement de ces enseignants. Parfois, la qualité des enseignements laisse à désirer. Donc, normalement, ce qu'il faut dire, c'est qu'en orientant les enfants dans les établissements privés, l'État donne la possibilité de pouvoir accéder à l'éducation. Parce que c'est consigné dans la loi d'orientation. L'État se doit de donner l'éducation à tout enfant gabonais. Cependant, il y a quand même des limites. Il y a des limites à ce que l'État continue à envoyer des enfants dans ces établissements, comme ces limites que je venais de donner. Oui, M. Mbadinga, on est à la rentrée des classes. C'était hier. On a baladé notre micro et notre caméra ça et là, et on a constaté que parfois, au niveau des établissements privés, le contenu, ça veut dire des manuels qui sont présentés, ces manuels-là, parfois ne sont pas les mêmes qu'on utilise au public. Lorsque l'État décide justement d'orienter les élèves vers les établissements privés, est-ce qu'il n'y a pas là, à la fin, des élèves qui sont formés d'une part, je ne sais pas, par le public qui utilise certains manuels, et d'autre part par le privé qui utilise d'autres manuels, et finalement, on a à la fin 2 élèves, mais qui ont reçu des enseignements ou des formations plus ou moins différentes. Ouais. Moi, je me dis déjà la question qu'on devait se poser, pourquoi l'État d'abord envoie les enfants dans ces établissements? C'est parce que l'État n'a pas construit depuis un moment. Moi, je me dis, c'est parfois, on le fait par dépit. L'État ne fait pas parce qu'ils veulent vraiment le faire, c'est par dépit. Il faut forcément scolariser les enfants. Et
l'État devait jouer plutôt maintenant, après un autre rôle, le rôle de gendarme, aller contrôler les enseignements qui se font là-bas. Et même les manuels utilisés. Parce que moi, j'ai vu au début de l'année, le ministère de l'Éducation nationale a publié les manuels autorisés. Mais chacun, parfois, fait comme il veut. Et moi, je demande à l'État parfois d'aller veiller, envoyer des conseils pédagogiques, donc des encadreurs pédagogiques, aller regarder comment ça se passe, quels sont les manuels utilisés dans ces établissements pour que nous restons en phase au public et au privé. Alors, on a reçu vos camarades de la CONACYCED du Sénat hier sur ce plateau. Je vous pose la même question. Est-ce que la tutelle ne vous invite pas sur la table lorsqu'il s'agit justement d'élaborer ces programmes, d'élaborer justement, de pencher sur ces sujets? Où êtes-vous les partenaires sociaux lorsque la tutelle prend ses orientations, prend ses mesures, prend ses décisions pour que le constat soit fait alors que les décisions ont été déjà prises? Bien, vous savez que en matière d'éducation, il y a plusieurs acteurs. En réalité, et c'est un constat, il y a des débats, normalement, quand il s'agit de prendre des décisions sur l'éducation qu'on doit mettre sur la table et en discuter. Malheureusement, eh bien, ça ne se fait parfois pas. Ça ne se fait. Il y a quelques années, hein, il y a des manuels qui ont fait parler d'eux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu de débat. Il n'y a jamais eu de débat. On est allé, on a pris, on a décidé, alors que l'éducation appartient à la communauté. Si elle appartient à la communauté, ça veut dire que lorsqu'il y a un sujet concernant cette communauté, normalement, ce sujet doit être posé sur la table pour en discuter. Mais malheureusement, parfois, ça ne se fait pas. Donc, c'est ce qui fait que parfois on se retrouve un matin avec un programme et puis le lendemain, d'autres prennent notre programme. Mais je voulais revenir sur un peu les causes parce que des effectifs, hein, il faut comprendre qu'on a parfois mis la charrue avant les bœufs. On a mis la charrue avant les bœufs. Pourquoi orienter vers le privé? J'ai dit, c'est d'abord pour donner, pour scolariser, scolariser les jeunes Gabonais, parce que c'est fondamental. Alors, mais pourquoi vers le privé? Et tout simplement parce que les structures de l'État ne répondent pas. On n'a pas construit. On a pris des lois. On a pris des lois en 2012, la loi d'orientation, qui obligeait maintenant les jeunes Gabonais d'être scolarisés à partir de 3 ans. Donc, ça fait un boom d'élèves au primaire et ne pouvant plus les envoyer dans le secteur public, eh bien, on était obligé de passer des partenariats avec le privé. Quand bien même, cette solution, elle est temporaire, parce qu'on ne peut pas de manière indéfinie continuer à les envoyer, ça formera tôt ou tard le même goulot d'étranglement qu'on a vu au début. Donc il est nécessaire que l'État planifie, oriente, fasse une carte d'orientation pour pouvoir juguler avec le temps le phénomène des fractures périphériques, pour ne plus les envoyer au secteur privé. Alors, vous l'avez dit en début d'émission, ce n'est pas que l'État, c'est seulement pas l'État qui oriente les élèves vers le secteur privé. Il y a également certains parents qui préfèrent orienter leurs enfants vers le privé, parce qu'il y a une certaine opinion qui dit dans la société que le privé serait plus sérieux que le public. Oui, c'est un peu normal que les gens parlent ainsi. Mais est-ce qu'ils ont raison lorsqu'ils... Ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison parce que déjà, prenons le secteur éducation. Nous sommes combien d'agents? Nous sommes 25 000 agents.
quel est le budget alloué à l'éducation nationale? On est à 167 milliards en 2025. Mais on va aux agents de sécurité et de défense. Ils sont à 32 000 agents. Mais pour combien? Pour 207 milliards. Mais où est la priorité? Des questions, où est la priorité de l'État? L'État devait plutôt prioriser l'éducation au détriment de la sécurité. Parce que nous savons peut-être pas au détriment de la sécurité, mais l'emphase devrait être mise sur l'éducation. Parce que tous les secteurs sont importants. Je dis il y a des États où il n'y a pas d'agents de sécurité dans le monde. Vous le savez. Oui, il n'y a pas d'armée, vous le savez. Donc, moi, je me dis, lorsqu'on décide de ne pas construire des établissements, on s'apprête à construire des prisons. Est-ce que vous voyez? Donc, je comprends certaines langues lorsqu'on dit que dans les établissements publics, l'enseignement n'est plus de qualité, mais c'est normal. Parce que les enseignants sont parfois dépassés. Je dis, vous faites un tour, vous êtes allé dans les établissements, mais parfois, le rapport n'est pas le bon rapport parce que vous ne rentrez pas dans les établissements, voire dans les conditions dans lesquelles travaillent les enseignants. Vous allez, vous êtes à l'extérieur, vous prenez l'opinion de certaines personnes, mais faites des tours dans les établissements. Là, les établissements vont commencer. On commence les cours, je pense, lundi. Non, on a même commencé lundi. Oui, la rentrée, c'était le 1er septembre. C'était le 1er septembre. Mais allez voir dans les conditions qu'après nos enfants. Allez, faites des rapports, parce que nous, on fait plus dans ce pays, on fait plus de politique, ou encore on veut cacher certaines choses. Les médias ont le devoir de montrer aux autorités, ou encore même aux chefs de l'État, les conditions dans lesquelles les enfants gabonais apprennent. C'est la raison pour laquelle nous vous donnons justement la parole sur ce plateau. Très bien. C'est vrai qu'on a vécu le 30 août 2023, c'est l'armée qui a pris ses responsabilités pour justement permettre à ce que le Gabon passe à une autre étape. Donc l'armée, on va dire, elle est importante. Alors, Monsieur Mundunga, aujourd'hui, les enseignants du secteur public, avec les effectifs pléthoriques, vous dites que ça a un impact sur vous. Mais n'empêche que c'est vous aussi qu'on retrouve dans des prépa-bac, dans des prépa, je ne sais pas, prépa-bac, prépa-BPC et tous ces autres établissements qui proposent des services. Comment est-ce que finalement on peut vous accorder du crédit lorsque vous laissez 70 élèves ou 80 pour encore aller vous occuper des autres élèves? Comment est-ce que vous vous en sortez finalement? Bien. C'est une très belle question pour répondre. L'enseignant. Je ne vous fais pas un procès, je dis ce qui se fait. Oui, l'enseignant, nous le savons très bien, a toujours réclamé les meilleures conditions de vie. De travail. Il a toujours réclamé. Pourquoi? Parce qu'un enseignant qui se sent en sécurité financière peut facilement être un bon levier pour l'éducation. C'est un levier, c'est important. Donc, à ces heures perdues, il n'y va pas pour prendre des heures dans un établissement par rapport enfin, prendre des heures qu'il aurait dû dispenser des cours dans son établissement d'origine. Non, il le fait à ses heures perdues. C'est pourquoi on réclame les meilleures conditions. Parce qu'il faut sécuriser l'emploi de l'enseignant. Ça fait partie vraiment de ses prérogatives. Or, si on ne sécurise pas, aujourd'hui, vous voyez, on est en train de parler, de réclamer un peu les situations administratives. Quel est cet enseignant, 10 ans, 15 ans, qui peut subvenir et avoir la capacité morale d'aller chaque matin en classe avec un salaire qui ne répond plus? C'est pour cela que nous, aujourd'hui, nous disons il est important pour essayer d'endiguer peut-être ce phénomène, mais de rendre autonome financièrement l'enseignant en lui donnant ce qui va de droit. C'est vraiment important.
Bien, maintenant, ça dépend de la charge de tout un, ça dépend de la charge de tout un chacun. S'il y trouve du temps, ce n'est pas interdit. L'essentiel, c'est de ne pas s'empêcher de faire le travail qui lui a été confié dans le secteur éducation. Nous disons que c'est aussi ça, parce que les jeunes Gabonais qui apprennent dans ces établissements privés ont besoin des enseignants bien qualifiés, bien formés. Je le disais tout à l'heure, que le niveau de recrutement parfois de ces enseignants laisse à désirer. Voyez. Donc, il va de soi, c'est aussi ça, rendre service à l'État, d'aller vers ses compatriotes, ces jeunes Gabonais, leur donner le savoir que nous avons. Alors, nous sommes au terme justement de ce plateau. Monsieur Mbadiga, votre dernière prise de parole, finalement, qu'est-ce qu'on retient? Si le secteur privé est bien organisé et que l'État joue son rôle de policier ou de gendarme, le secteur public, le secteur privé, autant pour moi, peut véritablement constituer une alternative à la problématique d'effectifs pléthoriques. Oui, avant de donner mon mot de fin, je voudrais revenir un peu par rapport à votre question de tout à l'heure. Allez-y, mais très rapidement. Oui, très rapidement. Depuis 2014, les situations administratives des enseignants sont en métaphase, sont bloquées. Vous conviendrez avec moi que cet enseignant qui est rentré avec peut-être 200 000 francs après 10 ans, il a toujours ces 200 000 francs, il est obligé de chercher des moyens pour nourrir sa famille. Maintenant, par rapport à la question, oui, les établissements privés peuvent être une solution alternative pour essayer d'aider l'État à scolariser les enfants. Mais il ne faut pas que cette solution soit pérenne. L'État doit se mettre à construire. Nous devions avoir un programme de construction d'établissements. Parce que lorsqu'on parle des situations administratives, on parle aussi de manque de construction. L'État s'est arrêté un moment sur certaines choses. Donc l'État doit construire des établissements pratiquement chaque année. Nous voyons un peu les efforts consentis par le chef de l'État, mais que cela se multiplie encore pour essayer de parer à la situation. Parce que donner aussi nos enfants, parfois donner nos enfants dans des établissements privés où nous n'avons pas la certitude de la qualité de l'enseignement peut nous amener à l'échec. Alors, on aurait bien voulu avoir un représentant de l'administration ici pour présenter justement les efforts qui sont consentis par l'État dans le sens justement de la construction des établissements et dans le suivi des curricula au niveau des établissements ou du secteur privé de façon générale. Merci à vous, Idriss Presley Mbadinga. Vous êtes délégué adjoint chargé de l'éthique et de la déontologie à la CONACYCED. Oui, merci, c'est ça, tout à fait. À vous aussi, Monsieur Christian Mundunga, vous êtes le secrétaire général par intérim à la FESENA. C'est bien ça. Merci à vous deux d'être passés sur le plateau de Gabon 24. C'est nous qui vous remercions de nous avoir offert l'occasion de s'exprimer sur ces débats qui nous passionnent tant. Merci. Je crois que nous aurons d'autres occasions et d'autres thématiques sur lesquelles nous pourrons continuer de débattre. À vous aussi, Madame, Monsieur, merci de nous avoir regardés. C'est la fin de votre débat du 12-15 d'aujourd'hui. À très vite sur Gabon 24.